Mesdames et messieurs, quel plaisir, quelle chance de partager avec vous ce premier rendez-vous de demain. Jean-Pierre Luminet, qui est l'un de nos invités ce soir, mathématicien, astrophysicien, poète, a une phrase qui est magnifique, c'est « Nous allons tenter, monsieur Luminet, de donner, je sais que ça vous est cher, une image du monde ». C'est important de donner une image du monde. C'est pas si simple, d'ailleurs, de donner une image du monde. On va essayer. C'est une première. Et c'est un immense plaisir de la faire ici, avec vous, à Marseille, dans ce théâtre qui nous accueille avec une telle gentillesse. C'est un cadre superbe. Cette idée des rendez-vous de demain, c'est la tienne, mon cher Thierry Fabre, qui m'a passé un coup de fil il y a quelques mois, en me parlant de ton idée. Alors peut-être deux mots de cette idée qui t'est venue. Ce n'est même plus mon idée, c'est notre idée, puis c'est en train de devenir un collectif. Donc bonsoir, donc bienvenue au théâtre du Gymnase. On est très heureux de cette première, de ces rendez-vous qui s'annoncent, pour tenter de donner un autre visage à demain. C'était ça l'idée, c'est qu'on en reparlera avec Jean-Pierre Luminet et Jean Gymnase. On est dans l'obsession du présent. Donc voilà, moi c'était l'idée de venir comme ça. On a été magnifiquement accueillis par le théâtre du Gymnase et toute son équipe. Et donc Dominique Buzet a tout de suite ouvert les portes. On est très heureux d'être dans ce lieu. Il y a un petit côté comme ça, magique pour créer des rencontres. Donc c'est un projet qui est né à l'IMERA. Donc certains d'entre vous ne connaissent pas ce lieu et pourtant il mérite vraiment d'être connu. Institut méditerranéen de recherche avancée que préside Dominique Maranaki et dont Aopo Sekin est le directeur. Ils sont dans la salle, ainsi qu'une bonne partie de l'équipe de l'IMERA, Emmanuel Gérardet, Pascal Hurtado, Alexandre Dubain qui va filmer. Et donc ce projet, au fond, à l'IMERA, l'Institut d'études avancées, c'est un lieu qui accueille des chercheurs, mais aussi des artistes, des résidents, qui viennent passer quelques mois, 5 mois ou 10 mois à Marseille, juste derrière le Palais Longchamp, une espèce d'oasis comme ça du savoir. On a eu aussi recours à des alliés. Donc ces alliés sont des jeunes journalistes, vidéastes, donc de cette équipe, de ce site qui s'appelle 1538 Méditerranée. Donc Hélène Bourbon, Colline Charbonnier et Justin Gonzague qui a imaginé cette image, d'ailleurs à partir d'un trou noir, et de cet homme qui lève le nez au ciel pour essayer de comprendre. Je crois que c'est une belle façon de commencer ces rendez-vous de demain, parce qu'évidemment, quand on s'appelle les rendez-vous de demain, il nous fallait questionner le temps, et je crois que c'est ce qui va être fait ce soir, grâce à Stéphane Paoli, qui lui aussi qui est, vous le verrez, enthousiaste dans sa curiosité, dans sa gourmandise de savoir, et qui va faire circuler la pensée et la parole pour nous ce soir. Je voudrais d'abord revenir sur cette notion de profondeur du temps, qui est une notion absolument fondamentale, et Dieu sait si elle est chère, évidemment, à l'astrophysicien, puisque l'astrophysicien, par excellence, explore la profondeur du temps, puisqu'en fait les observations que l'on reçoit sur l'univers, que ce soit par ondes électromagnétiques et maintenant par ondes gravitationnelles, c'est la même chose, parce que tout ça, ça se déplace à la vitesse de la lumière, qui est très grande, mais qui est finie. Et donc il faut bien comprendre que tout ce que l'on voit aujourd'hui, tout ce que l'on perçoit aujourd'hui, nous provient de sources lointaines, et donc on voit ces objets-là dans notre passé. C'est-à-dire on les voit au moment où ils ont émis leur lumière, et la lumière a mis un certain temps pour nous parvenir. Donc on explore nécessairement, en explorant l'espace, on explore le passé de l'univers. Et pour nous, notre profondeur du temps aujourd'hui, c'est plus effectivement les 4004, au moins 4004 de l'évêque Usher, c'est pas les 500 000 années qui avaient fait scandale de Buffon, qui avait fait une théorie sur l'âge de la Terre, c'est même plus le premier milliard, c'est même plus le milliard d'années du début du XXe siècle quand on a commencé à découvrir les phénomènes de la radioactivité, c'est le 13,8 milliards d'années de la cosmologie moderne. Et on n'ira pas plus loin. Hein. Bon, voilà. Alors, ça ne veut pas dire, donc, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de remonter dans la profondeur historique de l'univers par des observations, couplées évidemment avec une grille de lecture théorique, jusqu'à pratiquement le début de l'univers, ou le début supposé du temps, qu'on appelle le Big Bang, comme vous le savez. Alors, cela ne préjuge pas que c'est le début absolu du temps, puisqu'aujourd'hui, ça, c'est peut-être, ça fait partie peut-être du désordre du temps, dont je serai amené à parler un petit peu plus tard. Certaines théories
théories plus développées, qu'on appelle les théories de gravitation quantique, commencent à envisager un avant-Big Bang. Et peut-être donc revenir sur une idée avéroïste, par exemple, d'une éternité du temps, et non pas d'un temps qui aurait un commencement et éventuellement une fin, dans une dilution totale de l'univers, au contraire, dans un écrasement final. Le désordre du temps, j'y viens en fait. Le désordre du temps, et qui n'est pas contradictoire, je répète, avec l'ordre, qui est au fait quelque chose de complémentaire et d'absolument fondamental, c'est que le temps a une flèche, c'est-à-dire il va toujours de l'avant, il s'écoule toujours, pour respecter la causalité, du passé vers le futur. Mais ce faisant, il y a une loi suprême de la physique, qui est l'une des lois les plus profondes, c'est la seconde loi de la thermodynamique. La seconde loi de la thermodynamique nous dit que, prenez un système est livré à lui-même isolé, sans interaction extérieure. Bien. Eh bien, dans l'évolution au cours du temps, eh bien, il y a une quantité thermodynamique qui caractérise ce système qu'on appelle l'entropie. Et l'entropie, ça mesure la quantité d'informations que vous pouvez tirer de ce système. Donc, la quantité d'ordre ou une quantité de désordre. Et la seconde loi de la thermodynamique nous dit, c'est une loi imparable, là je répète, les plus profondes de la physique, Einstein disait que c'était peut-être la loi la plus profonde de toute la physique, nous dit que tout système, livré à lui-même et isolé, son entropie ne peut que croître au cours du temps. Et quand l'entropie augmente, son désordre augmente. Car l'entropie est une mesure de la perte d'informations que l'on a sur un système. Alors, on le mesure dans la vie de tous les jours. Le vieillissement, c'est ça, d'une certaine façon. Et qu'est-ce qu'on fait? On répare. En se maquillant, par exemple. Mais c'est une réparation très provisoire. Vous avez une pièce, vous avez une belle bibliothèque, des étagères bien propres, etc., etc. Vous quittez la pièce. Il n'y a plus de bibliothécaire, il n'y a plus personne. Et qu'est-ce que ça va faire au cours du temps? Eh bien, la poussière va s'accumuler, les livres vont s'alourdir, le bois va s'affaiblir, et vous revenez un siècle plus tard, tous les livres seront par terre. Le désordre sera là. Parce que vous n'êtes pas intervenu. Alors heureusement, évidemment, dans la vie de tous les jours, on essaie de corriger ce désordre inéluctable apporté par le temps, par de la contre-entropie, c'est-à-dire des interventions extérieures sur le système. Et c'est ce que nous faisons quand nous rangeons, quand nous passons l'aspirateur, etc. Mais pour le mathématicien... On lutte contre l'entropie. Pour le mathématicien que vous êtes et pour le physicien, l'astrophysicien que vous êtes, est-ce qu'on peut dire qu'il existe une nécessité du désordre? De la même façon que l'ordre, apparemment, est une règle fondamentale, le désordre en est une autre. Y a-t-il donc une nécessité du désordre? Oui, alors finalement, cette dualité complémentaire ordre-désordre ne concerne pas que le temps, mais concerne effectivement la plupart des phénomènes physiques. D'une certaine façon, de façon un peu simplifiée, on peut dire que l'ordre est inclus dans le désordre et vice-versa. Donc il y a toujours cette dualité, ce mélange très complexe d'ordre et de désordre, et qui est aujourd'hui extrêmement enrichissante, évidemment, pour l'étude de tous les phénomènes physiques. Et je ne parle pas seulement de l'astrophysique, bien entendu. Mais est-ce que dans le champ des idées, dans l'observation de la façon dont les idées évoluent, y a-t-il là aussi décidément une nécessité du désordre? Par exemple, tous les raisonnements dialectiques peuvent au fond s'articuler aussi sur une certaine conception de l'ordre et du désordre, de l'affrontement des idées, du débat contradictoire. Est-ce que le désordre est une nécessité dans le champ de l'idée? Tout simplement... l'idée du carnaval, par exemple, que mon ami Idil Bachelard qui était en train de travailler, que le carnaval est le désordre par excellence pour les sociétés. C'est l'annulation de l'ordre préexistant pour retrouver finalement l'ordre. C'est ce que j'allais dire, c'est que pour que l'ordre existe, il faut le désordre, c'est le carnaval. Voilà. Donc vous faites l'inverse de ce que vous faisiez avant, voilà. Mais ça, c'est une nécessité culturelle, toutes les sociétés, presque toutes les sociétés, ont instauré ce procès, à mon avis, pour souligner la nécessité de l'ordre dans leur univers symbolique. Voilà. Donc, pour qu'ils survivent, pour qu'ils continuent, il faut établir cet ordre symbolique. Donc comment instituer la vie, la continuité de la société? Donc si vous mettez que du désordre, et rien de similaire à une loi ou à quelque chose qui se répète et qui donne nécessairement
cette répétition qui donne nécessairement une règle à suivre. Et pour les sociétés, il faut cette règle. Donc il faut nécessairement avoir une règle qui devient après la loi à suivre. Mais cette loi à suivre, pourquoi il faut la suivre? La société doit la concevoir. Donc il faut instaurer aussi cet état d'avant l'ordre, d'avant la loi, d'avant la règle, cette confusion qui est effrayante finalement. Mais de la même façon que certains chercheurs peuvent apparaître comme ceux qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte, est-ce que par exemple Charles Perrault, est-ce que c'est un lanceur d'alerte, celui qui va déclencher la querelle des anciens et des modernes en disant il y en a marre, on ne se met plus à genoux devant les anciens? Oui, il amène du désordre, mais il était plutôt pour l'ordre. Donc, mais c'est la même chose que ce que disait Jean-Pierre Luminet. Alors pourquoi il disait il faut plus se plier devant les anciens? Parce qu'il faut se plier devant Louis XIV. Donc ces anciens à lui, ces modèles ne venaient plus du passé, mais ça venait de son présent à lui. Donc il se glorifiait de son présent. Ce n'était plus le passé humain de son passé à lui. Les Grecs, les Romains, ils ne voulaient plus entendre parler de ça, mais ils voulaient que la gloire de Louis XIV, de son présent à lui, soit érigée comme le modèle pour le futur. Vous voyez ? Donc, bien entendu, c'est du chaos dans la pensée existante, mais c'est une sorte d'idéologie pour remplacer une autre. C'est comme, vous voyez, l'attente de la fin, le jugement dernier, tout ce que voulait le paradis et tout ça, c'était aussi l'idée de toutes ces utopies politiques comme le communisme. Vous voulez, à la fin, on aurait une société complètement formidable, heureuse. Voilà. Mais cette lecture-là, c'est celle que votre ami napolitain, celui qui vous a tellement marqué, qui fait référence notamment à Dante, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est la grande visite en compagnie de Virgile, de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Au fond, on est dans tous ces paysages connus, finalement. Fin deuxième moitié du XVIIe siècle, l'idée de ce passé peu profond s'effrite. Parce qu'on découvre plusieurs choses, des fossiles, des ossements, des dinosaures aussi. Donc il commence à rêver à propos des géants, comment les placer dans la chronologie, d'où ça vient. Il y a des choses qui dérangent la chronologie dans la découverte des choses qui sortent du sol. Donc, et les gens, ils se disent, voilà, mais quel est le sens des sociétés humaines, finalement, de nouveau? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on aura une fin? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce que c'est... on suit un ordre déjà préétabli? On est prédestiné à quelque chose? Est-ce que la providence nous mène quelque part? Ou c'est l'histoire qui nous mène, l'histoire telle que les hommes le font et l'ont fait? Est-ce que c'est tout à fait humain, ce cours des choses? Est-ce que c'est la marche de l'histoire que nous, les humains, nous créons? C'était le questionnement de Vico, finalement. Vico, c'est le napolitain dont je parlais à l'instant. Le napolitain, le professeur de la rhétorique. Et c'est lui qui disait que, il y avait l'âge des dieux, l'âge des héros, et puis là, maintenant, on est le temps c'est l'âge des hommes. C'est l'anthropocène, voilà. C'est le mot d'aujourd'hui. Il paraît qu'il faut se méfier de ce mot-là. Parce on a lancé depuis longtemps dans l'anthropo n'est pas forcément toujours au centre des questions. C'est l'âge des humains, c'est les hommes qui font leur histoire, et personne d'autre. Et c'est une pensée que les matérialistes vont prendre.
Et ils vont transformer, bien entendu, notre regard sur les choses du monde et de la physique aussi. Mais je suis très frappé, 19e justement, siècle. ça renvoie exactement à ce que disait Jean-Pierre Luminet à l'instant, et cette image, souvent utilisée d'ailleurs, de la flèche du temps, qui pose des questions qui sont vertigineuses et magnifiques, mais est-ce que le monde est fini, ne l'est-il pas? Est-ce qu'il est en expansion, ne l'est-il pas? Est-ce qu'il est chiffonné? Il paraît que c'est un mot à vous, ça. C'est la partie, oui, tout à fait. Ça, c'est plutôt la partie spatiale. Hein. Ouais. Le temps ne peut être chiffonné, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, tout ça, ça nous ramène à développer, effectivement, ce que disait Levent, sur des conceptions, en fait, que l'on s'est faites du temps, au cours de la pensée humaine, dans les différentes civilisations. Je me contenterai, évidemment, de la civilisation occidentale. Déjà, chez les Grecs, hein, il y avait, dans toute une partie de la philosophie grecque, il y a une farouche résistance à la notion même de temps. Si vous pensez à la philosophie de Parménide, le temps doit être aboli. C'est la philosophie de l'être permanent, la philosophie de l'éternité et du non-changement. Vous savez que, par exemple, les fameux paradoxes de Zénon qui essayaient de nier le mouvement, parce que Aristote disait le temps c'est le mouvement, si vous niez le mouvement, vous niez le temps. Ce sont les fameux paradoxes de Zénon qui sont issus en fait de la conception parménidienne. Et puis après, il y a l'autre versant. Alors ça, le grand représentant de toute façon, c'est Héraclite, hein, ou au contraire, le temps, c'est effectivement l'essence même des choses. C'est, il prenait l'image du feu, qui constamment changeant. Il prenait aussi l'histoire de la métaphore du fleuve. Hein. N'oublions pas cette métaphore très puissante qui est en partie fondée, puis après on peut toujours contester certains détails, la métaphore du temps comme le fleuve. Hein. Le fleuve qui s'écoule dans la même direction, du haut vers le bas. En général, il naît dans les montagnes, c'est-à-dire la demeure des dieux. Le fleuve peut descendre de l'Olympe, c'est les dieux qui créent le temps. Et puis ils vont se jeter après dans la mer, mais dans un flot qui ne peut pas être remonté à l'envers. Donc on retrouve l'idée de l'irréversibilité du temps, c'est-à-dire de la flèche du temps. Et liée en particulier justement au deuxième principe de l'intermodynamique dont je parlais précédemment. Donc déjà vous voyez que ces deux questionnements fondamentaux et un petit peu posés se posaient déjà dans l'Antiquité grecque. Et en plus, une fois que vous aviez défini, que vous tentiez de définir le temps comme par exemple mesure du mouvement, que vous y croyiez au temps, eh bien il y a deux formes du temps. Je disais au début, le temps il est unidimensionnel pour avoir une relation d'ordre. Oui, mais en topologie, une discipline qui m'est chère, hein, les topologies classent les formes possibles des espaces. Mais un espace a une dimension, une ligne, elle n'a que deux topologies possibles. Soit la ligne infinie, la droite des réels, ou soit la boucle. Vous coupez, vous recoupez les bouts et vous faites un cercle. Eh bien, ça correspond à deux conceptions fondamentales du temps que l'on retrouve dans toutes les cultures, pas seulement en Occident, bien entendu, le temps cyclique ou le temps linéaire. Dans les deux cas, on a des perspectives radicalement différentes, évidemment. Le temps cyclique, c'est le temps de l'éternel retour, le temps de la répétition. Ça peut permettre effectivement aussi à certaines sociétés de répéter des rites et tout un ensemble de choses. Le temps linéaire, lui, qui a surtout été aussi introduit par les religions monothéistes, hein, Dieu crée l'univers, et puis il y a une fin du temps qui va être la parousie, la résurrection, la chair, tout ce qu'on en veut, etc., mais quand on ne le sait pas. Et ça, c'est effectivement le temps linéaire. Mais cette problématique se retrouve aujourd'hui dans les modélisations de la physique la plus contemporaine. Et tout ça, c'était à une époque, si vous parlez, je ne veux pas prendre trop longtemps la parole, mais tout ça, c'était à une époque où on considérait le temps comme une entité totalement séparée de l'espace. Alors j'y venais, c'est drôle, parce que l'image que vous avez prise de la montagne, oui. Ok, on est chez les dieux, la source, l'eau descend, sauf que pour descendre, ça prend du temps. Elle descend dans l'espace. Mais elle descend en espace. Oui. Et donc là, il y a un couple encore plus étroit que Roméo et Juliette, un couple indissociable, qu'est l'espace et le temps. Qu'est-ce que c'est que ce couple ? Une vitesse d'écoulement du temps. Voilà. Et, mais c'est curieux, tout en ayant conscience de cette vitesse d'écoulement, on a longtemps pensé que cette vitesse d'écoulement était uniforme. Attention, hein. Je parle du temps physique, je ne parle pas du temps psychologique. Dieu sait si vous savez que notre temps psychologique ne s'écoule pas uniformément. Hein, mais je parle du temps physique. Bien, voilà. On a longtemps pensé que ce temps, d'une part, s'écoulait uniformément. Hein, il n'y a pas d'accélération ni de ralentissement du temps là. Et d'autre part, qu'il était découplé de l'espace. Donc on avait deux entités séparées et absolues, le temps et l'espace. La première mathématisation réelle de ça, c'est Newton, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, dans ses Principia, écrit noir sur blanc, je ne veux pas le dire en latin parce que je ne me souviens plus, mais enfin, non, le temps est une propriété vraie et mathématique, absolue.
l'espace est une propriété absolue, vraie et mathématique. Ce sont des entités. Mais ce sont des entités déjà qui ou pas? restent. Non, justement, il ne lit pas les deux. Alors que pourtant, on a commencé à faire de l'astronomie. On a commencé, mais c'est à peu près cette même époque, à estimer la vitesse de la lumière. On s'aperçoit qu'elle n'est pas infinie. Et donc, on commence à se poser la question, il y a quand même un couplage, comme je le disais au début, il y a quand même un couplage nécessaire, espace-temps, à travers la vitesse finie de la propagation d'un rayon lumineux. Et ça a duré jusqu'au début du XXe siècle. Et là, il y a un truc extraordinaire, la relativité. La relativité, d'abord restreinte plus générale vers Einstein, où Einstein comprend qu'en fait, il faut coupler pour mieux comprendre les phénomènes de la physique et concilier finalement la mécanique classique de Newton qui sépare l'espace et le temps avec les découvertes de l'électromagnétisme, l'existence d'une vitesse absolue, qui est la vitesse de la lumière, etc. Eh bien, il faut coupler l'espace et le temps pour en former une structure plus complexe qu'on appelle l'espace-temps, dans lequel l'espace et le temps vont être mêlés entre eux et pas toujours facilement distinguables l'un de l'autre. Ils sont consubstantiels l'un de l'autre, au fond. Sauf dans des situations relativement simples. Mais dans les situations complexes, par exemple des situations issues de la relativité générale, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, prenez un objet complètement relativiste comme le trou noir, eh bien si vous êtes près d'un trou noir, c'est pas facile de dire quelles sont les coordonnées d'espace et quelles sont les coordonnées de temps, parce que ces différentes coordonnées de toute façon, il va tout déformer, le trou noir. Il va déformer une structure géométrique très complexe de l'espace-temps. Mais il déforme en même temps et l'espace et le temps, le trou noir, quand on passe à côté. La gravité, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle la gravité, déforme l'espace et le temps ensemble. Voilà. Et de façon très, et de façon extrêmement complexe et parfois inextricable. Mais ça veut dire que au XXe siècle, donc grâce à cette révolution relativiste, alors on fait une petite parenthèse sur la révolution quantique parce que c'est aussi autre chose, mais là je maintiens la relativité, je ne peux pas parler de tout, bien entendu. On a donc une nouvelle phase de l'union. Première phase, espace-temps séparé. Deuxième phase, espace-temps réuni. Ça dure depuis un siècle. Et ce qui est fascinant, mais ça peut-être on en reparlerait parce qu'on va laisser la parole là, c'est qu'aujourd'hui, avec de nouvelles théories, on se demande si il ne faut pas les désintégrer, les supprimer comme concepts fondamentaux, supprimer espace et supprimer espace-temps, au profit d'une strate plus fondamentale. Et auquel cas, vous êtes en train de remettre du désordre. Hein. On va remettre du désordre pour créer un nouvel ordre. Ce nouvel ordre, ça s'appelle l'émergence. C'est magnifique. Mais c'est une démonstration passionnante qui nous montre à quel point nous, ce nous collectif, ces petits humains qui cherchent, nous avons besoin en permanence de nous remettre en question dans le champ des idées, remettre en question la théorie de l'espace et du temps, c'est un truc de dingue. À partir, tenez, du Quattrocento, que vous connaissez bien, où on a la perspective dans la peinture, mais c'est aussi parce qu'on a inventé la lunette de vue, c'est parce qu'on a une pensée du monde différente. Comment les choses se développent-elles ensuite? Et au fond, qu'est-ce que ça a changé, cette querelle entre les anciens et les modernes, dans la vision qu'on pouvait avoir du monde? C'est quelque chose qui est fondamental, à mon avis, pour la pensée en Occident. Mais est-ce qu'on a eu quelque chose de similaire en dehors de l'Occident? Je ne suis pas trop sûr si on a vécu une sorte de révolution du rapport au temps. Voilà. Ce que je vais. Cette idée, ça s'appelle l'historicité. Comment vous avez un rapport au temps, au passé? Comment vous vous situez par rapport au passé? Alors, au XIVe siècle, bien évidemment, ce passé, c'était et le passé chrétien de la création, et le passé des anciens, ce qui veut dire les Grecs et les Romains. Alors, pour un homme du présent du XIVe siècle, prenant Dante, ce que veut dire les anciens, donc les Grecs, les Romains et les pères de l'Église, voilà. Alors, comment Dante pouvait se sentir au-delà de ces modèles qui dictaient son présent à lui. Donc il tenait son savoir de l'autorité des gens du passé. Il vivait dans le présent et il faisait la continuation du passé. Donc souvent on confond cette image des nains sur les épaules des géants. Les nains sur les épaules des géants tels qu'ils se définissaient les modernes, ce ne sont pas
d'autres géants ou d'autres êtres, ce sont des continuateurs. Donc ils doivent leur vue, donc leur science, leur connaissance aux anciens, aux géants. Donc c'est grâce à eux qu'ils existent. Et pour la première fois à partir du XIVe siècle, disons 14-15, cette relation au passé change. Donc ce n'est plus le passé qui va donner une légitimité au présent, mais la légitimité du présent va découler soit du présent même, soit du futur. Au cinéma, on a appelé ça la nouvelle vague. Hein. Voilà, mais c'est aussi, on a des images de cinéma au XVIIe siècle. Voilà. On pense à un dieu cinématographe, par exemple. Il a conçu l'univers comme un film, peut-être. Bon. Quand on sort du champ finalement restreint limité, dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire le temps physique, le temps mathématique, après il y a toutes les autres formes de temps. Le temps psychologique, bon évidemment, mais il y a le temps des sociétés, dont on va sans doute être amené à parler, puisque alors là, c'est un ordre et désordre absolument radical aujourd'hui, etc. Mais on peut voir que dans d'autres approches du phénomène, le phénomène humain, de l'ensemble des phénomènes, prenons l'approche artistique. On voit que, par exemple, dans certaines et dans beaucoup d'œuvres picturales, de chefs-d'œuvre picturaux du Moyen-Âge et de la Renaissance, l'espace et le temps sont liés dans le même tableau. Prenez un tableau, un chef-d'œuvre, etc. Vous avez plusieurs scènes qui se déroulent dans des temps différents, Bruegel, dans le même espace. Bruegel, dans le même espace. Bien sûr. Oui. Voilà. Il y a des tableaux extraordinaires qui racontent, la vie, par exemple, la vie de Jésus ou la vie d'un saint, etc. Ou la vie d'un village. Dans le même espace. Dans le même espace. Voilà. Donc déjà, vous voyez, une perception différente de juste la mathématisation, la modélisation physique du temps, permet effectivement d'enrichir et de donner une nouvelle profondeur. La perspective qui va être inventée par Piero della Francesca. Voilà, mais la pensée philosophique a été elle-même, j'allais dire presque structurellement modifiée par la perspective. La pensée du monde en profondeur. Écoutez, la profondeur, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est le passé qui était tout court, c'est la peinture de la Renaissance qui met sur une surface toutes les dimensions temporelles. Tandis que la perspective, c'est quoi ? C'est de la profondeur. Bien sûr. Vous descendez. Donc, est-ce qu'il y a une limite à cette profondeur ? Écoutez, après, il n'y en aura pas. La ligne de raison est censée représenter l'infini, c'est-à-dire la profondeur vertigineuse. C'est l'infini, Leibniz, c'est tout ça. Ça, vous allez voir à quel point, en même temps, c'est d'une beauté confondante. Revenons un peu sur l'émergence. Ouais. Parce qu'on a donc laissé un couple indissociable, espace et temps, et puis voilà qu'on se demande si il est aussi indissociable que ça, et comment ça s'organise à l'intérieur. Et j'allais presque dire par étage. Oui, il faut que je redéfinisse un peu mieux ce mot que j'ai balancé comme ça, le mot d'émergence, qui est un terme en fait qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui dans les conceptions que l'on se fait du monde. Alors l'émergence, comment dire, pour expliquer ça en termes simples, c'est une caractéristique de certains systèmes très complexes, c'est-à-dire finalement qui reposent sur une série de strates, de profondeurs différentes, chaque strate engendrant par les interactions qui se trouvent dans la strate en question, au niveau supérieur, dans la strate du dessous, de nouveaux phénomènes, et ainsi de suite. Et l'accumulation de strates finit par produire à un certain moment des phénomènes que l'on dit émergents. Émergents parce qu'ils ne sont pas, a priori, inclus et programmés dans la strate du bas. Ils sont le produit. C'est le produit de toute une série d'interactions complexes, à la fois dans une strate donnée, puis après, ça se répercute dans les strates d'ordre supérieur, et ça finit par donner un phénomène dit émergent. Et qui, je le répète, donc n'est pas forcément programmé et inclus dans la strate de base. Alors c'est philosophiquement extrêmement profond, de ne pas avoir un programme de tout ce qui existe initial dans une strate. Donc tout ça pour en revenir aux conceptions que l'on tente de développer dans de nouvelles approches
physique fondamentale qu'on appelle les approches de gravitation quantique. Pourquoi on fait ça? Parce que, j'ai parlé un petit peu de relativité générale, la grande révolution, on met l'espace et le temps ensemble, etc. Vous savez qu'il y a l'autre grande révolution tout à fait contemporaine de la relativité, qui est la physique quantique, plutôt la physique de l'infiniment petit, ou également, on a d'autres notions sur la réalité, qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce que c'est la vitesse, qu'est-ce que c'est le mouvement, le temps, etc. Alors, c'est pas les mêmes, là, justement, ce n'est pas le même espace-temps que l'espace-temps relativiste. C'est-à-dire le cadre formel d'espace-temps en mécanique quantique, c'est pas le même cadre formel que l'espace-temps relativiste. Donc on s'en fiche, chacune de ces théories marche incroyablement bien quand on veut s'occuper de décrire l'atome, une particule élémentaire. On utilise la physique quantique, c'est précis à 10 puissance moins 15 près, etc. Pareil, la relativité, vous faites des calculs relativistes, vous prédisez les ondes gravitationnelles, tout cela, c'est une précision extraordinaire. Donc je dis, on peut se contenter de ces deux approches, du très grand, du très petit. Eh oui, mais sauf que dans l'univers, il y a eu des phénomènes qui ont mêlé le grand et le petit. Par exemple, les fondements gravitationnels qui donnent naissance à des trous noirs. Vous avez une énorme masse qui se fonde sur elle-même. Ça a d'avenir tout petit, pas infiniment petit, probablement pas, mais tout petit. Donc il va y avoir aussi du quantique qui va régir ces phénomènes de gravitation. Le Big Bang encore plus. S'il veut remonter dans le passé de l'univers, l'univers il devient de plus en plus petit à l'envers, puisqu'il est à l'expansion. Donc à l'envers, vous montez le fil à l'envers, il est de plus en plus petit. En tout cas, l'univers tel que nous observons, la partie observable de l'univers devient de plus en plus petite. Et donc, ça veut dire que tout près du Big Bang, il y a à la fois de la gravitation et de la physique quantique. Donc ça veut dire qu'il faut marier les deux théories, relativité générale et physique quantique. Et le problème, c'est que ils s'aiment pas du tout. Mais alors, c'est impossible de les marier. Impossible. Donc, il faut trouver des astuces. Il faut contourner cette impossibilité, effectivement, de faire une union harmonieuse. Donc, c'est ça la gravité quantique. Ce sont des recherches qui partent un peu dans toutes les directions. Il y a presque autant de théories que de chercheurs qui travaillent dessus. Théorie des cordes, théorie de la... Peu importe. Bon. Ça veut dire que dans certaines de ces approches, donc forcément, on se réinterroge sur ce que c'est que l'espace et le temps, bien entendu, si on remet un petit peu à plat les choses. Et bien dans certaines approches, pas dans toutes, mais dans certaines approches, je trouve assez fascinantes, c'est pas parce que je trouve fascinantes que ce sont les bonnes, hein, mais enfin bon, voilà. Dans certaines de ces approches, l'espace et le temps, ou l'espace-temps, qui jusqu'alors était considéré comme peut-être la strate fondamentale, que tout partait de ce prémisse-là, eh bien, ils sont considérés maintenant comme un phénomène émergent, c'est-à-dire que ce ne sont plus des entités de base. La strate plus fondamentale que ça, dont émergerait peut-être l'espace et le temps à l'issue d'une série de strates aléatoires régies par des phénomènes à la fois gravitationnels et quantiques, j'espère que je ne suis pas trop compliqué, la réalité, la strate la plus profonde dans certaines de ces approches, tenez-vous bien, c'est le vide quantique. C'est quoi le vide quantique? La physique quantique vous dit que si vous enlevez tout dans une boîte, expérience de pensée, vous enlevez tout, les particules, les champs de force, etc., etc. Il reste irréductiblement quelque chose que vous ne pourrez jamais enlever, c'est un niveau d'énergie qui va descendre, mais qui ne va jamais tomber à zéro. Donc vous allez définir une énergie du vide non nulle. Bien. Ça, c'est une conséquence du principe d'incertitude de la physique quantique. Bien, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vérifié au laboratoire. Ensuite, vous vous apercevez que cette énergie du vide, ce n'est pas une mer calme et constante, avec un certain niveau. Non, c'est une mer bouillonnante, extraordinairement turbulente, probabilistique. Donc, cette énergie, en fait, c'est une image, une métaphore que j'utilise bien entendu, de cet océan turbulent, cette énergie constamment bouillonnante, cette énergie du vide, c'est elle qui finit par créer, par émergence. Alors, l'émergence, ça peut être l'équivalent, la métaphore, l'écume. Vous avez des vagues, les fluctuations d'énergie du vide quantique, que vous ne pouvez pas décrire de façon déterministe, mais seulement statistique. Et puis vous avez de temps en temps une goutte de l'écume qui se détache. Il y a une chose que ça fait émerger quoi? Un espace et un temps. Oui, mais attendez. Ça fait émerger un univers et ça peut faire émerger un multivers parce que vous avez beaucoup de gouttes d'écume. Ce que je trouve extraordinaire là-dedans, parce que c'est une grande leçon de modestie pour l'anthropocène, quoi, comme si l'homme était au centre du monde. C'est une grande leçon de modestie parce que ce que vous venez de faire comme démonstration, c'est la dimension, j'allais dire, accidentelle de l'espace et du temps. Totalement accidentelle. En dehors de nos propres raisonnements. On reviendra là-dessus sur peut-être aussi la nécessité de l'accident dans la pensée, du monde. Vous m'avez raconté une anecdote que je trouve magnifique tout à l'heure. Vous êtes mathématicien.
Bon, vous êtes passionné par les trous noirs. Donc vous êtes parti dans des calculs mathématiques d'une complexité qui nous dépasse tous. Mais enfin, vous avez posé un raisonnement mathématique. Mais à l'époque où vous posez votre raisonnement mathématique, on n'a pas les outils qui permettent de voir l'univers comme on le voit maintenant. Et vous me disiez que là, dans quelques mois, on va voir comme on n'a jamais vu un trou noir. Et est-ce que vous allez, voyant le trou noir, avoir la démonstration de votre calcul mathématique? Oui. Alors c'est une question un petit peu annexe par rapport au phénomène d'émergence dont je parlais, mais qui est en rapport un petit peu avec l'image l'image du trou noir. Oui. Alors en fait, ces objets absolument fascinants, ce que sont les trous noirs, qui dans leur définition pure et stricte sont invisibles, puisqu'effectivement la lumière ne peut pas s'en échapper, donc sont au départ une conséquence théorique, sont apparemment inéluctables des théories de la gravitation, la relativité générale, etc., mais qui évidemment ont longtemps laissé sceptiques les astronomes qui disaient d'accord, ça existe peut-être dans les équations, mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Et puis si on peut pas, si c'est invisible, je le verrai jamais. Alors du coup, dans les années 70, il y a eu un gros effort, et j'ai eu la chance de participer, en tout début de ma jeune carrière de chercheur, de participer un petit peu à cet effort, d'essayer d'imaginer. Alors quand je dis imaginer, c'est pas juste imaginer, rêver en poète ou enfin je ne sais quoi. Je veux dire de modéliser, de formaliser ces idées. Comment on pourrait mettre en évidence, comment on pourrait trouver une signature observationnelle du trou noir, pas direct mais indirect. Par exemple, un trou noir, il ne va pas être isolé, il va peut-être entouré d'une structure gazeuse qu'on appelle un disque d'accrétion, ou il va être entouré, un gros trou noir peut être entouré d'étoiles qui vont virevolter autour, tout l'ensemble de choses, etc. Et finalement, le trou noir va agir indirectement sur cette matière qui va tomber, qui va être capturée, qui va être avalée, d'une manière caractéristique, et en analysant finalement les rayonnements, en faisant des calculs, des modèles, au départ théoriques, mais des plausibles sur le plan de la physique, on peut éventuellement dire, voilà, on aurait une signature de l'existence du trou noir si on observe ceci, si on observe cela, dans tel domaine de longueur d'onde. C'est pas le trou noir que l'on voit, c'est ce qu'il y a autour, mais qui va briller d'une manière spécifique du trou noir, etc. Alors, il se trouve que en 1978, j'ai eu l'idée, c'était un de mes tout premiers travaux, pas tout à fait le premier, mais enfin même tout premiers travaux, j'ai eu l'idée de mettre sur l'ordinateur, alors l'ordinateur de l'époque, c'était un gros IBM à cartes perforées qui était à l'Observatoire de Paris, il fallait des jours et des jours pour ramener les cartes perforées, pour avoir un résultat numérique, on n'avait même pas de système de visualisation, mais peu importe, etc. J'ai calculé à quoi pourrait ressembler un trou noir entouré d'une structure de gaz, en tenant compte des équations de relativité, la distorsion, des rayons lumineux, dans la courbure de l'espace-temps, tout un ensemble de choses pour produire une image donc virtuelle, une image de ce que serait la photographie d'un trou noir le jour où soit on aurait un télescope géant pour l'observer, ou à l'époque je ne pensais pas que ça pouvait être de mon vivant, ou alors comme j'aimais bien la science-fiction, je me disais imaginons un vaisseau spatial dans le futur, on voyagera dans l'espace, on pourrait s'approcher d'un trou noir, et si on s'approche suffisamment, on verra l'image que j'ai calculée. Et je ne m'attendais pas à ce que en 2018, c'est-à-dire très bientôt, pour la première fois, on va avoir une image télescopique du gros trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, qui est un trou noir assez géant, et on a utilisé en fait un réseau de radiotélescopes de la taille de la planète pour avoir la résolution suffisante pour le capter, ce qu'on appelle sa silhouette, c'est-à-dire son ombre entourée d'un machin brillant qui va être le disque d'accrétion. J'attends cette image avec sérénité qui va arriver en 2018 parce que je suis certain que cette image va absolument ressembler, évidemment, à celle que j'ai calculée à 78. les 20 Silmas, et ne va pas ressembler à celle-là. Non. Qu'est-ce que dans la pensée... moi, j'ai tellement aimé cette image de la profondeur du temps que vous évoquiez tout à l'heure. Mais là, on est dans une pensée strictement spéculative, puisqu'on n'a pas les outils qui permettent d'explorer ni le temps, ni même la mémoire. Si, peut-être les textes de Lucrèce, des Rerum Natura, qu'ont retrouvé des copains à vous, et qui ont porté probablement d'ailleurs une certaine pensée qui a conduit à la Renaissance d'ailleurs. Mais la pensée est spéculative. Et puis petit à petit, nous commençons à disposer d'outils, jusque et y compris aujourd'hui, des outils extrêmement performants, je pense à l'informatique, qui nous apporte une vision du monde de plus en plus, sinon profonde, en tout cas précise. En quoi c'est en train peut-être de nous changer? Il y a une question que j'aimerais que nous abordions. Je voulais vous dire aussi, il est 20h, on va encore discuter un petit moment, mais j'aimerais bien qu'à un moment donné, si vous le souhaitez, bien entendu, vous puissiez vous aussi poser des questions à Jean-Pierre Luminet et à Lévin Yilmaz sur les thèmes qu'on aborde, et notamment cette question du temps, qui est une des questions centrales du temps que nous vivons aujourd'hui. Le temps a pris une place qui malheureusement n'est peut-être pas celle qu'on aurait eu envie de lui donner d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. Mais en quoi les outils, petit à petit, changent-ils
l'histoire des idées, la perception que nous en avons, et donc ce que nous devenons ensemble dans l'espace de la cité. Parce que, bon, pour calculer, pour dater vraiment la profondeur du temps, on n'a rien. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a? On a quelques outils, critique textuelle, critique biblique, jusqu'au 18e, 19e siècle. Après, on a la stratigraphie, c'est ça, les rochers qui se superposent. Puis après, il y a les arbres, bon, les cercles des arbres. Puis... la radioactivité après. Hein? Et la radioactivité après. Mais après, c'est en 49. Hein. Oui, Il y a Darwin qui débarque. Ah oui. On a l'évolution, là. Donc, probablement, le passé est très, très profond. Très profond. Mais comment le dater? Comment la dater, cette profondeur? Donc, la première fois, à mon avis, la vraie réponse arrive du côté des radiographes. C'est Walter Libby à l'Université de Chicago, suite aux demandes des archéologues qui conçoivent la méthode de datation carbone-14. Donc c'est Robert Braidwood, un archéologue des sites néolithiques, qui lui a posé la question comment on peut dater éventuellement avec précision. Bon, pas précision. Et Libby, il a inventé cette méthode de carbone. Mais avant ça, en 1949, on a les premiers résultats de cette datation. Il les a publiés dans la revue Nature en 1949. Mais avant, on n'avait rien. Alors, mais qu'est-ce qu'on avait? Alors, ce qu'on a eu, c'est que le monde, la nature et les êtres humains et ce passé qu'on a des sociétés n'était pas du tout la même qu'on racontait avant Darwin. Donc on a un passé énormément profond. Et comment le concevoir, finalement, ce passé profond? Alors à ce moment-là, à mon avis, il se passait un désastre. C'est que ce passé très profond a donné naissance à des spéculations sur l'évolution de l'homme et de l'évolution mentale des cultures et l'évolution qui va de la sauvagerie à la barbarie et à la civilisation. Donc ce qui a voulu dire que certaines sociétés, certaines cultures, certaines races étaient plus avancées que les uns et plus arriérées que les autres. Arriérées dans ce sens-là qu'ils étaient en retard devant quelque chose, devant une avancée, un progrès que certaines sociétés l'ont fait, que certaines ne l'ont pas fait. Mais dû à quoi? Qui sait? Alors, cette pensée des sociétés arriérées, donc retarded, disent les Américains, donc un peu aussi inaptes, intelligemment, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ces sociétés, il fallait les civiliser. Donc, nécessairement, ça a donné une légitimité à maintes choses horribles de la colonisation du monde. Ce qui a donné aussi après à des choses horribles comme des génocides. Comme donc toute cette pensée des races et de l'épuration des races, l'eugénie, ça découle finalement de cette pensée, de cette profondeur du passé qu'on n'a pas pu saisir et comprendre effectivement. Voilà. Et c'était malheureux, je pense. Et ce qui est terrible à vous écouter, c'est que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on mesure à quel point, alors qu'on dispose désormais des outils qui permettent d'avoir le recul, on n'a pas changé grand-chose. Et qu'on retrouve encore beaucoup de postures telles que celles que vous venez malheureusement de décrire. Vous-même,
qui avez enseigné à Istanbul. Vous n'êtes pas sûr, si vous retournez à Istanbul, de pouvoir en repartir. Hein. Oui, ça c'est... Ben oui, mais enfin, c'est le temps que nous vivons. C'est le destin des... Oui, c'est pas que le destin. C'est le temps que nous vivons. Et c'est possiblement les conséquences que nous savons ou non tirer de cette profondeur du temps. Ce qui est magnifique avec vous, les chercheurs, quelle que soit la discipline dans laquelle vous êtes, c'est que vous avez la plupart du temps et toujours servi le commun, ce qui nous est propre, ce que nous partageons. C'est ça la belle image de la politique, comment on partage l'espace de la cité. Et donc la recherche, c'était pour le bien commun. C'est en train de changer, hein. La recherche, c'est pour le business maintenant. Oui, c'est pour le marché, oui. La recherche, c'est pour le marché. Oui. Et que restera-t-il, au fond, de ce que vous êtes tous les deux? Ça nous renvoie à la profondeur du temps, de là d'où vous venez, de ceux dont vous êtes les héritiers. Einstein, pour vous. Il nous dit des dinosaures. Hein. Mais attendez, alors, et moi donc Et moi donc, je suis plus dinosaure que vous. Ouais. Et pour commenter là-dessus, de façon apparemment un petit peu détournée, je voudrais revenir 2 minutes sur l'apparition de cette notion absolument fondamentale d'évolution. Voilà. Donc en général, on passe à Darwin, hein, théorie de l'évolution, etc. Mais il ne faut pas oublier également qu'en cosmologie, l'une de mes disciplines, il y a cette notion également absolument fondamentale qui s'est posée sur l'univers dans son ensemble. Alors, ce n'est pas plus les espèces vivantes, c'est l'univers physique. Est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il n'évolue pas? Et ce qui est fascinant, finalement, c'est qu'on retrouve encore dans ces conceptions-là, du 19e, 20e siècle, etc., et puis aujourd'hui, là, un petit peu le clivage dont je parlais tout à l'heure, entre les deux conceptions soi-disant archaïques du temps. La conception parménidienne d'un machin qui ne va pas évoluer, par exemple l'univers statique, qui est l'univers statique d'Einstein. Einstein est un parménidien. Il a eu beaucoup de mal à accepter les résultats et à la fois les modèles et puis après les observations qui montraient que notre univers n'était pas statique, il était dynamique. L'expansion de l'univers, découverte par Friedman, par Lemaître, etc. Oui, le premier qui a pensé à une possibilité d'évolution des espèces, en fait, c'est un grand philosophe grec immense qui s'appelle Anaximandre, hein, un disciple de Thalès de Milet et qui était plutôt dans l'influence justement d'Héraclite. C'est quelque chose, le flux permanent des choses. On ne peut donc pas s'étonner des réticences extraordinaires qu'il y a eu à cette idée de la théorie de l'évolution. Outre, effectivement, les réticences stupides quand on descendait du singe, etc., etc. Je parle après cette réticence fondamentale, de nature quasiment pure philosophique, sur, finalement, est-ce que le temps nous entraîne irréversiblement quelque chose, ou est-ce que, est-ce qu'on est héraclitéen, ou est-ce qu'on est parménidien? Voilà. Alors maintenant, effectivement, pour attacher aux dérives actuelles que l'on peut observer dans tous les domaines d'activité, pas seulement le domaine d'activité scientifique, bon, c'est peut-être plus ou moins rattaché peut-être à de nouvelles conceptions qui émergent, qui sont plus celles d'Héraclite, plus celles de Parménide. C'est essayer d'avoir une sorte de maîtrise illusoire de l'écoulement du temps avec les réseaux de communication, l'Internet, tout ça extrêmement rapide, etc. Et on en arrive, y compris dans la recherche, au lieu de faire de la slow recherche, de la recherche profonde et lente, c'est comme le fast-food aujourd'hui. On fait tout vite, y compris dans la recherche. Pourquoi? Parce qu'on cherche d'abord maintenant non plus le bien commun, mais la rentabilité. Et donc il y a une accélération incroyable, avec une perte de sens énorme. Et qu'est-ce qui nous menace aujourd'hui? Et alors je parle maintenant du temps de la société. Comme ça, je ne parle plus du temps physique, je ne parle plus de mon temps de gravitation quantique. Là, hein. Je parle effectivement le temps dans lequel nous sommes embarqués dans notre vie de tous les jours, dans laquelle la société s'embarque. Eh bien, c'est les peurs que l'on a, enfin, qui sont suscitées, parfois de façon peu sournoise d'ailleurs, sur la singularité technologique. C'est-à-dire le jour où peut-être l'intelligence artificielle et les robots supplanteront toutes les performances possibles de l'esprit humain, et ainsi de suite. Donc après l'intelligence artificielle, et puis le transhumanisme, et tout ce genre de choses absolument effrayantes. Et c'est lié finalement, effectivement, à une conception radicalement nouvelle, mais très inquiétante cette fois-ci, du temps. Mais la gestion du temps. Bien sûr. Mais revenons dans le champ des idées. Et la vraie question, c'est qu'avons-nous fait du temps? Il y avait un mot, moi, que je trouvais magnifique, qui s'appliquait souvent au concile, qui était le mot réception. Le concile de Trente, c'est en gros 4 siècles hein, de réception. Qu'est-ce qu'on a dit au concile de Trente et en quoi ça va changer le monde, quoi? 4 siècles. 4 siècles. Google,
une demi-seconde, la réponse. Et en fait, cette disparition de la capacité que nous pouvions avoir à nous projeter dans un raisonnement et une réflexion, cette séquence-là disparaît petit à petit. Mais cette disparition, elle est aussi ontologique, c'est-à-dire que c'est notre disparition à nous, qui pensons le monde, notre effacement au profit d'algorithmes s'agissant des transactions financières, de machines de plus en plus perfectionnées et pour lesquelles en effet le marché est en train de se développer et à quelle vitesse, d'intelligence artificielle. Au fond, la question du temps que nous abordons ce soir, elle pose notre question de l'humain. À mon avis, l'homme, a toujours entretenu une relation herméneutique avec le temps, ce qui a fait l'humain, le propre de l'homme. Ce qui veut dire qu'on liait le passé, le présent et le futur, et on en tirait des conséquences à travers les expériences et à travers cette attente. Alors, aujourd'hui, à mon avis, le passé, le présent et le futur, ce sont des entités séparées. Donc le passé, on n'en veut plus du passé. On n'a plus besoin du passé aujourd'hui. Je ne parle pas des historiens, mais tous les jours, vous avez iPhone 8, 9, 10, enfin, le passé, bon, c'est la poubelle. Alors, et ce qu'on attend, c'est du présent immédiat. Donc, c'est une variation du présent, une petite, avec quelques touches différentes. Donc, c'est un présent élargi. Alors, comment recoudre ces portions du temps? Donc, comment repenser le passé, cette expérience humaine qui va nous donner envie d'atteindre dans le futur quelque chose de profondément humain. Voilà. Mais alors la réponse peut venir d'où? Une possibilité, c'est peut-être penser le monde, c'est peut-être la manière de penser le monde comme comme uni et comme quelque chose à sauver, finalement. Beaucoup de sociologues le font, Edgar Morin, par exemple, voilà, à cette lecture-là. Cette lecture, à mon avis, est importante et n'a pas eu d'impact dans les sciences humaines assez suffisamment pour déclencher une pensée du futur pour notre présent. Mais c'est, à mon avis, essentiel. Alors, pour revenir à la question de cette recherche dont j'avais lu juste un entretien de Peter Higgs, qui disait que s'il était jeune aujourd'hui, il aurait été viré de son université parce qu'il avait publié que 3 articles dans sa vie. Donc, mais est-ce qu'on peut espérer, Jean-Pierre Millet, de l'émergence, je veux dire, de cet aspect aléatoire du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui? Moi, je me souviens, dans les écoles de journalisme, à un moment donné, on débattait avec les jeunes journalistes en quoi la mort du pape peut-elle entraîner une hausse à Wall Street? Quoi de commun entre le pape et Wall Street? Eh bien, si le monde dans lequel nous vivons fait que quand une personnalité aussi considérable que celle du pape disparaît, des phénomènes se produisent qui vont interroger jusqu'au fonctionnement de Wall Street. Donc nous sommes dans un monde d'interaction permanente, mais donc dans un monde possiblement accidentel. En quoi cette émergence-là peut-être modifier le monde que nous avons tissé jusqu'ici et nous ramener un petit peu plus dans le champ de l'humain et moins dans celui de la technologie. Question complexe. Alors quand même, il faut raison garder, malheureusement, parfois, en ce sens que, admettons qu'effectivement, les théories qu'on essaie de développer, les théories de physique, hein, je parle sur une gravité émergente, enfin, espace-temps émergent, finissent par effectivement se concrétiser par un modèle plausible, etc., etc. Je ne crois pas malheureusement que ça puisse influencer en quoi que ce soit l'évolution de nos sociétés, en tout cas sur un terme ni court ni même moyen. Enfin, pensez, je veux dire, même la révolution copernico-galiléenne, elle n'est pas digérée par au moins la moitié de la population mondiale. Enfin, ne parlons pas de la révolution quantique et relativiste qui n'a qu'un siècle. Voilà.
Donc vous pensez une révolution aussi complexe que l'espace et le temps émergent à partir de strates venant du vide quantique, vous croyez que ça va changer la façon dont les entreprises vont vouloir générer plus de profits ou ce genre de choses? Non. Soyons réalistes. Et là, vous touchez un point très passionnant. Dans un monde où, en effet, les questions sont d'une complexité extraordinaire, on n'a même pas commencé d'expliquer ce que pouvait être la physique quantique, parce que d'abord, j'en suis incapable de poser les questions qui permettraient d'aller dans la bonne direction. Mais comment faire en sorte aujourd'hui de donner à comprendre, de donner à savoir, dans un monde, en effet, qui est de plus en plus complexe, de plus en plus en interaction permanente. Au fond, comment dire le monde? Comment montrer l'image du monde aujourd'hui? Ça, c'est le défi qui est le vôtre, et sûrement pas facile. Sûrement pas facile. Peut-être la poésie peut vous permettre quelquefois c'est autre chose. C'est vrai que l'image, une image un peu approfondie du monde est tellement complexe qu'elle n'est pas adaptée au monde d'aujourd'hui. Elle n'a peut-être jamais été adaptée d'ailleurs au monde, mais elle est de plus en plus complexe. Et la société ne demande pas du complexe aujourd'hui. Néanmoins, il faut qu'elle comprenne ce qui lui arrive. Comment on va faire avec ça? Ça doit passer, on va essayer ici à Marseille tous les mois, mais ça va peut-être pas... la culture, etc. Mais quand on voit ce qu'on en fait aujourd'hui... Oui. Non, c'est une... Je ne sais pas comment vous abordez cette question, vous-même, Levin Yilmaz, de cette complexité de dire le monde tel qu'il se développe autour de nous. Alors, il y a une théorie que j'aime beaucoup, qui explique un peu notre monde à nous. C'est la sociologie de Niklas Luhmann, qui dit que voilà, on est passé de la hiérarchie sociale à une sorte de l'assemblage à la manière d'un réseau, et chaque groupe ou chaque individu, groupe d'individus, est lié l'un à l'autre sans qu'il y ait une hiérarchie, mais ce qui a donné du relationnel. Très bien, mais ce relationnel est fait à partir d'une autoréférentialité qui veut dire que chaque groupe se définit par rapport à soi-même, non pas par rapport à l'autre. Donc là, vous êtes mal barré, je pense. Ah oui, monsieur le craint. Voilà, parce que durant toute sa vie, les sociétés se définissaient par rapport à un autre, au miroir de l'autre. Et là, maintenant, vous vous définissez qu'à partir de vous-même. Alors, ça me semble... Mais au passage, c'est un petit détail, mais qui est assez bavard. Je trouve que le selfie est absolument révélateur de ce type de comportement. C'est-à-dire que une espèce d'incarcération de soi-même à travers l'image. C'est cet effrayant paradoxe des réseaux sociaux, qui ont leur utilité. Moi-même, je l'utilise pour certaines choses, bien entendu. Mais cet effrayant paradoxe où, apparemment, être en contact comme ça, quasiment instantanément, par le chat ou je ne sais quoi, Twitter, cela, avec des personnes dans la situation à l'autre bout de la planète, n'a jamais rencontré, etc., ça crée une illusion totale d'une vraie communication, parce qu'au contraire, la personne qui fait ça, elle se referme encore plus sur elle-même, elle va se couper des véritables liens sociaux et affectifs de son entourage. Et donc c'est une illusion absolument effrayante dans laquelle effectivement beaucoup de personnes, évidemment aussi des jeunes, parce qu'il y a aussi toute une notion effectivement d'éducation, se laissent aujourd'hui entraîner. J'ai eu, Levin Yilmaz, le privilège, moi, d'approcher quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui est un personnage extraordinaire, qui n'est pas un philosophe, qui est un urbaniste, qui a fait aussi pas mal d'architecture, et qui, au commencement de son parcours, était maître verrier, qui s'appelle Paul Virilio. Et Paul Virilio développe une théorie que je trouve intéressante. Il dit, quand on invente le navire, on invente le naufrage. Quand on invente l'avion, on invente le crash aérien. Quand on invente le monde multiconnecté, on invente ce qu'il appelle, lui, l'accident intégral. Et s'agissant de ce monde multiconnecté, Paul Virilio parle de la synchronisation des émotions, de la mondialisation des affects. Et d'une certaine façon, Paul Virilio parle de ce qu'il appelle, lui, une forme d'incarcération. Tout ça, c'est une histoire du temps, en réalité.
c'est l'histoire de l'immédiateté, du monde multiconnecté qui nous a privés de la distance de réflexion, de la mise à distance aussi des faits qui nous concernent. Et je me demande si, malheureusement, Virilio ne dit pas quelque chose de... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ne dit pas quelque chose d'important, là. Vous savez, avec tristesse, Lévi-Strauss, le grand anthropologue de la diversité des cultures et de la disparition des cultures aussi, qui avait un regard éloigné sur ces cultures mourantes, il n'a plus parlé avec personne ces dernières années. Donc il s'est renfermé chez lui. Il n'a vu que 2 ou 3 amis. Il ne regardait plus la télé, ne lisait plus le journal. C'est Françoise Héritier qui nous a raconté ça. Ce qu'il disait, c'était pas le monde que j'ai rêvé, que j'ai souhaité voir quand je mourrais. Donc c'est un monde qui annule, à mon avis, qui annihile toutes sortes de possibilités de diversité. Parce que pour la diversité, il faut une expérience. Et l'expérience, il faut qu'elle soit ailleurs, différent. Alors, si vous partagez, je ne sais pas, bon, je ne vais pas spéculer là-dessus, mais cette unification du monde peut avoir des conséquences formidables. Si on saura un jour l'utiliser de la bonne manière, à inventer quelque chose qui importera pour le monde entier, je veux dire, non pas que pour moi ou pour soi. Ouais. Jean-Pierre Luminet, on en parlait, je ne sais pas si c'était ici ou tout à l'heure, hein, quand on attendait de commencer cette soirée, on a parlé du doute. On a parlé du doute, de la nécessité du doute, notamment quand on est un chercheur, évidemment. Mais je voudrais qu'on parle maintenant de la crainte, ou peut-être des inquiétudes. Einstein en a eu, après l'utilisation qu'on a fait de l'atome et de la bombe. Vous-même, quand vous cherchez, quand vous explorez au fond cette complexité incroyable, ces questions qui sont en même temps d'une beauté extraordinaire, et qui peuvent être assez anxiogènes aussi. Comment tout cela va-t-il finir? Est-ce que même ça finit? Oui. Et si ça finit pas, qu'est-ce que ça veut dire que ça ne finisse pas? Enfin, des questions qui sont magnifiques, mais qui sont en effet troublantes. Vous arrive-t-il de vous inquiéter? Alors ça peut l'être chez certains, mais alors j'affirme tout simplement que chez moi, mais absolument pas. Oui, c'est ce que je pensais. Ça ne se voit pas du tout chez vous, l'inquiétude. Voilà, c'est là, c'est cette curiosité, cette désir d'essayer d'aller toujours un peu au plus profond, de creuser les phénomènes, toujours essayer d'aller au plus profond, mais en sachant qu'on n'arrivera jamais à la strate finale, parce qu'il n'y en a peut-être pas, tout simplement. Donc on n'aura jamais la vérité. Donc le doute est là, et c'est le doute qui fait avancer. Et au contraire, à l'inverse de générer une angoisse, comme ça pourrait l'être dans certaines structures psychiques, chez moi, et j'espère chez beaucoup d'autres, ça crée au contraire la dynamique de la pensée, la dynamique de la recherche, donc la passion de ce que nous faisons. Mais peut-être les moments, je ne sais pas s'ils sont les plus riches, mais en tout cas, ils sont riches. Quand vous marchez, parce que vous marchez beaucoup en montagne, et les chemins en montagne, c'est caillouteux, c'est pentu, c'est pas simple. On se tord les chevilles, on a le temps d'y penser. Et donc on pense à quoi quand on s'appelle Jean-Pierre Luminet et qu'on fait ça? J'en parlais aussi un petit peu avant avec Stéphane, parce que c'est lui aussi un grand marcheur. Moi, je suis un grand marcheur dans les montagnes, dans les déserts, etc., etc. Alors, vous savez, en plus, bon, effectivement, ça active la circulation sanguine, donc on pense à énormément de choses. En plus, le cerveau est encore plus actif, effectivement, quand on marche. Et puis, mais même sur des marches pas trop difficiles, un sentier de montagne un petit peu caillouteux, etc. Moi, je pense, entre autres, à mille autres choses, mais je pense par exemple au miracle du cerveau humain. À chaque pas, chaque caillou, etc., il y a des millions de petites choses gérées par le cerveau, la façon dont le doigt de pied va plus ou moins appuyer à tel endroit, dont le corps va se placer, tout ça pour trouver l'équilibre au mieux, etc., etc., etc. Voilà.
Et récemment, comme on commence à parler beaucoup d'intelligence artificielle, des robots qui vont supplanter toutes les activités humaines, qui vont faire mieux, etc., moi, ça me fait doucement rigoler. Allez, on va mettre un robot sur un chemin de montagne. Est-ce qu'il va arriver à gérer toutes ces incroyables subtilités là? Alors, l'intelligence artificielle, ça va se développer, ça va donner des choses intéressantes dans certains aspects, très inquiétantes dans l'utilisation que l'on va en faire. Mais de là à parler de la singularité technologique et du moment où ça va réellement surpasser les capacités intellectuelles humaines, je n'y crois pas un instant, en tout cas du moins pas avant plusieurs siècles. J'ai lu quelque part, et après, si vous en êtes d'accord, ce serait vraiment très bien que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez envie de poser. J'ai lu quelque part que s'agissant des robots, que l'une des choses les plus difficiles les mathématiciens ont travaillé là-dessus, les ingénieurs aussi, c'est la marche. Parce que la marche, c'est une histoire permanente du déséquilibre et de la gestion du déséquilibre. Donc la marche est émergente peut-être. Bien, mesdames, messieurs, d'abord merci de la qualité de votre écoute, vraiment. Évidemment, merci à Levent Yilmaz, parce que c'est un régal de vous écouter. Et Jean-Pierre Luminet, même chose, quoi. Vous nous ouvrez des portes somptueuses. Et on va regarder le ciel différemment après cette soirée. Et juste un rendez-vous, si vous permettez. Désormais, nous serons souvent, tous les mois, tous les mardis, ici dans ce théâtre. Et le prochain rendez-vous, ce sera le mardi 14 novembre. Et le thème, ce sera du génome et de l'humain, avec Nicolas Lévy, qui est professeur de médecine et généticien, qui travaille évidemment aussi avec l'IMERA, et avec un de vos amis, tenez, Michel Cassé, astrophysicien, et comme vous, poète. Vous n'êtes pas si nombreux astrophysiciens à être poète, il l'est. Et puis en sortant, vous trouverez sur votre parcours la librairie, où vous pourrez, si vous le souhaitez, retrouver des essais très nombreux, alors de Jean-Pierre Luminet et de Levent Yilmaz. Merci à vous tous, vraiment, de votre écoute. Bonsoir. Merci beaucoup.